Bonsoir à tous. Docteur Lehlou, à vous la parole. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. C'est avec un immense plaisir que l'on vous accueille ce soir pour notre deuxième webinaire, mais aussi pour notre première édition des Anjom iRounds, donc un format original et nouveau lancé par la commission scientifique de l'Anjom, avec pour objectif de mettre en lumière des cas cliniques concrets et pédagogiques. Donc le concept est simple, sélectionner les cas les plus pertinents, les plus instructifs, et en discuter collectivement avec un panel d'experts. Donc pour inaugurer cette première série, nous avons choisi comme premier thème un thème central et souvent redouté, qui est le glaucome. Trois cas cliniques seront présentés ce soir. Le premier mettra en lumière l'importance diagnostique capitale de la gonioscopie dans un glaucome néovasculaire secondaire à une OVCR. Le second explorera les formes atypiques et tardives du glaucome malin, chirurgie de la cataracte, à travers trois observations cliniques. Et enfin, un cas particulièrement formateur de crise aiguë par fermeture de l'angle bilatéral avec les dilemmes thérapeutiques que cela soulève. Donc, cette session se veut interactive. On vous invite vivement à poser vos questions aux intervenants, mais aussi aux experts, tout au long des présentations et à partager aussi vos remarques. Nous les prendrons à la fin. Sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Dr Ben Ammar Sofia qui nous présentera le panel d'experts, que l'on remercie chaleureusement d'avoir répondu présent sans hésiter à notre invitation. Très bonne session à tous. Bonsoir tout le monde, chers collègues, chers professeurs. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui pour notre première série des cas cliniques Anjom iRounds. Et sans plus tarder, je vais introduire le panel d'experts qui a généreusement accepté d'être présent ce soir malgré toutes leurs occupations, d'être présent avec nous pour commenter les cas cliniques et aussi pour nous parler de leur expérience. Donc, j'introduis dans un premier temps le professeur Ben Harbit qui exerce à l'hôpital Cheikh Zayed, qui est spécialiste en glaucome. J'ai eu mon premier contact avec le professeur Ben Harbit quand j'étais interne en ophtalmologie. On vous remercie d'être présent ce soir et de nous faire profiter de votre large expérience en termes de glaucome. Par la suite, je vais introduire le docteur Leila Nasseri que j'ai rencontré pour la première fois lors du congrès de la SMG et qui nous a parlé qui nous avait parlé des glaucomes. Et donc, je m'étais rapprochée vers elle pour lui demander si elle voulait être présente avec nous en tant que jeune ophtalmologiste, experte en glaucome. Et donc, on vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, docteur Nasseri, docteur Nasseri, qui, je rappelle, exerce dans le secteur libéral à Mohamedia, il me semble. Excusez-moi, je ne vous entends pas. À Rabat. Rabat. Excusez-moi, à Non, Rabat. c'est pas grave, Et c'est pas puis, grave. au final, on a le professeur Belmeki qui vient tout juste de nous rejoindre. Professeur Belmeki qui est également professeur à l'hôpital Cheikh Zayed et qui est spécialiste en cornée et qui fait également beaucoup de glaucome. Quand j'étais interne, j'avais beaucoup assisté à pas mal de trabéculectomies avec lui et donc on vous remercie encore une fois d'avoir répondu ici présent, professeur Belmeki, professeur Benharbit et docteur Nasseri. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Sans plus tarder, on va introduire notre premier cas clinique et je vais céder la parole au docteur Benchrif. Bonsoir tout le monde. Donc, à mon tour, je tiens à remercier nos panels d'experts d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. Donc, sans trop tarder, j'introduis mon ami Dr Amin Haddad, donc, qui est un ophtalmologue exerçant au secteur privé et qui est aussi responsable du comité des jeunes à la SMO, qui va nous présenter son cas intitulé glaucome néovasculaire, donc secondaire à une OVCR, donc un cas qu'il a vu en consultation dans son cabinet. Donc, à toi la parole, docteur Amin. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Très bien, parfait. Ben, à mon tour, je tiens à féliciter déjà l'Association nationale des jeunes ophtalmologues du Maroc pour cette union tant attendue. Et vraiment, je suis très honoré de présenter mon petit cas clinique devant mes collègues et mes maîtres et de participer tout simplement dans cette première édition de Anjom iRounds. Alors, sans tarder, je vous présente mon cas clinique que j'ai intitulé « Quand une gonioscopie nous sauve la vue ».
Alors, il s'agit d'un patient âgé de 70 ans, présentant des comorbidités de type hypertension artérielle sous traitement, tabagique chronique à 20 paquets années, qui consulte pour des céphalées ainsi que des nausées. Son examen ophtalmologique avait montré au niveau de l'œil concerné, qui est l'œil droit, une acuité visuelle effondrée à compte les doigts de près, une pachymétrie à 507 micromètres, une tension oculaire à 47 mm de mercure. Son segment antérieur était normal, un œil blanc, cornée claire, chambre antérieure de profondeur normale, absence de myovaisseau iridien et un cristallin qui est clair. La gonioscopie avait montré, comme vous êtes en train de voir, l'angle iridocornéen qui est ouvert, pigmentation visible sur le trabéculum, et à ma surprise, je trouve un myovaisseau angulaire. Je fais un fond d'œil qui montre des veines dilatées et tortueux et des hémorragies qui sont dispersées sur toute la rétine. Je complète par une angiographie à la fluorocéine qui a montré un œdème papillaire, multiples taches hémorragiques cachant la rétine centrale, tortuosité des veines et des zones d'hypofluorescence étendues traduisant une zone d'ischémie périphérique. Donc, vous l'avez connu, nous avons conclu à un diagnostic d'une occlusion de la veine centrale de la rétine de l'œil droit, compliquée d'un glaucome myovasculaire stade 3 qui est révélé par un myovaisseau angulaire. Donc, le traitement est classique, un hypotonisant par voie orale et locale, et rapidement une injection intravitrienne d'anti-VEGF, et par la suite une photocoagulation panrétinienne. L'évolution se fut marquée par une réduction du tonus oculaire dépassant les 50% et un nettoyage des vaisseaux pathologiques angulaires. Donc, je discute mon cas clinique. J'ai assisté lors du dernier congrès de la SMG de la présentation de professeur Blumke sur le glaucome vasculaire et j'ai énormément appris. Donc, le glaucome vasculaire est un glaucome par fermeture secondaire de l'angle sans bloc pupillaire. Il s'agit encore en 2025 d'une pathologie grave, même si nous avons vraiment beaucoup d'armes thérapeutiques qui sont disponibles. Donc, la physiopathe, il existe diverses étiologies, mais elles ont toutes un point en commun qui est la rétine hypoxique. D'accord? Alors, l'hypoxie rétinienne du tissu viable et le ralentissement du drainage veineux, ils contribuent à l'accumulation des facteurs qui vont passer du segment postérieur au segment antérieur et puis par la suite, donc, l'apparition des nouveaux vaisseaux iriens et angulaires. Il y a beaucoup de facteurs de croissance, mais le plus connu et incriminé, c'est le Vascular Endothelial Growth Factor, qui est le VEGF. Donc, je tiens à rappeler mes collègues des stades anatomocliniques du glaucome néovasculaire qu'on vous êtes en train de voir sur le schéma. Donc, déjà, nous avons 4 stades anatomocliniques, dont le stade numéro 1, c'est une hyperémie et une hyperperméabilité vasculaire. Nous n'avons pas de signe dans la lampe à fente, le biomicroscope, mais nous avons une extravasation du produit de contraste si on fait une angiographie à la fluorocéine. Puis on passe au stade numéro 2, qui est la rubéose irienne, mais sans hypertonie oculaire. D'accord? Donc, une fois cette myovascularisation irienne s'initie, elle débute classiquement au niveau du pourtour pupillaire, mais elle peut débuter au niveau de l'angle iridocornéen, comme c'est le cas de notre patient. L'hypertonie oculaire, elle n'est pas encore présente. Nous avons une membrane fibrovasculaire dans l'angle iridocornéen, mais elle n'interfère pas avec le trabéculum. Donc, il ne bloque pas encore le drainage de l'humeur aqueuse. Puis, le glaucome vasculaire, elle évolue au stade numéro 3, qui est caractérisé par une rubéose irienne et une hypertonie oculaire. Parce que cette membrane fibrovasculaire au niveau de l'angle iridocornéen, il commence à interférer avec le drainage le drainage de l'humeur aqueuse au niveau du trabéculum et on commence à voir une hypertonie oculaire. Mais nous avons toujours l'angle iridocornéen qui est ouvert. Et on passe au stade numéro 4, qui est la rubéose irienne avec l'hypertonie oculaire. Et cette membrane fibrovasculaire, elle va s'organiser, elle va se rétracter, elle va bloquer le passage de l'humeur aqueuse, elle va faire de l'inflammation, des goniosynéchies. Le tonus oculaire peut dépasser 60 mm de mercure. Et nous avons le fameux tableau d'un œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle et beaucoup d'inflammation et même une cornée qui est œdémaciée. Donc, la question qu'on pose à ce moment-là, est-ce que tout néovaisseau au niveau de l'angle iridocornéen est un néovaisseau pathologique? Non.
Nous avons des vaisseaux qui sont physiologiques, nous avons d'autres qui sont pathologiques. Donc, il va falloir qu'on apprenne comment repérer les physiologiques et différencier ces vaisseaux physiologiques d'autres qui sont pathologiques. Déjà, l'aspect, très important. Les vaisseaux physiologiques, elles ont un aspect qui est fin et qui est radiaire, contrairement aux pathologiques qui sont enchevautrés et qui sont épais. Et nous avons un deuxième élément qui est très important, qui est l'éperon scléral. Il faut savoir déjà repérer l'éperon scléral au niveau de la gonioscopie et voir ces vaisseaux, est-ce qu'ils dépassent ou pas l'éperon scléral. Très important. Si ces vaisseaux ils dépassent l'éperon scléral, à ce moment-là, on est devant des vaisseaux qui sont pathologiques. S'ils ne dépassent pas l'éperon scléral, on est devant des vaisseaux qui sont physiologiques. Donc, la gonioscopie est très importante. Déjà, il nous montre des vaisseaux et il nous montre l'aspect pour les différencier des pathologiques et aussi la localisation par rapport à un repère très important qui est l'éperon scléral. Et si nous avons le privilège de faire l'angiographie à la fluorocéine, à ce moment-là, on va voir ces vaisseaux, quand ils sont pathologiques, ils vont diffuser précocement, contrairement aux vaisseaux physiologiques qui ne vont pas diffuser ou ils vont diffuser tardivement. Et aussi, un élément très important, c'est que pas toujours un myovaisseau, un glaucome vasculaire débute au niveau du pourtour pupillaire. Il peut débuter au niveau de l'angle iridocornéen, et ceci dans 10% des cas dans les OVCR notamment, comme le cas de notre malade. Les étiologies du glaucome vasculaire, elles sont vraiment très diverses. Elles sont dominées par la rétinopathie diabétique et l'occlusion de la veine centrale de la rétine. Le traitement, c'est un traitement étiologique et un traitement symptomatique. Il faut toujours raisonner comme ça devant des pathologies pour qu'on n'oublie pas quelque chose. Donc, je suis devant un glaucome vasculaire, il faut que je raisonne. J'ai l'étiologie et j'ai aussi les signes et les symptomatologies. Alors, pour l'étiologie, il faut tout simplement réduire les facteurs angiogéniques, d'accord? Réduire l'ischémie et réduire l'hypoxie. Donc, on a une photocoagulation rétinienne et il faut aussi réduire ce tonus oculaire et ces signes qui sont inflammatoires. Donc, nous avons le traitement symptomatique. Pour le traitement symptomatique, nous avons des anti-VEGF qui ont l'efficacité dans le glaucome vasculaire, à savoir le bevacizumab, le pegaptanib et le Modérateur. trastuzumab. Et puis, par la suite, nous avons d'autres moyens pour réduire le tonus. Nous avons la trabéculectomie, pose de tube de drainage. Et dans des cas qui sont extrêmes, on part à la cyclodestruction au laser, l'injection rétrobulbaire de xyloalcool, l'éviscération ou l'énucléation. Donc, le bevacizumab ou l'Avastin dans le glaucome vasculaire, elle a été utilisée parmi les premiers, si je ne dis pas le premier, avec des publications depuis 2006. Donc, elle a un effet transitoire puisque c'est un effet qui est symptomatique. Donc, elle a été étudiée avec une introduction intracamérulaire et en intravitrien, mais l'efficacité en intravitrien a dépassé largement l'intracamérulaire. Elle a énormément d'effets positifs. Voilà, il diminue la valeur de la pression intraoculaire parce que des études qui ont montré que le taux de VEGF est corrélé à la pression intraoculaire. Elle réduit la sécrétion de l'humeur aqueuse. Elle réduit la neovascularisation rapidement en 48 heures. Et voilà, je termine avec une conclusion. J'ai 3 messages à tirer à travers mon cas clinique. La gonioscopie. Donc, il faut réaliser la gonioscopie devant toute hypertonie oculaire avant de dilater le malade. Mon deuxième message, devant un glaucome néovasculaire, il faut stadifier. D'accord? Est-ce qu'on est devant un stade 1, 2, 3 ou 4? Parce que la stratégie thérapeutique, elle dépend de son stade évolutif, elle dépend de l'état fonctionnel de l'œil au moment du diagnostic. Et le troisième message de cette observation, c'est la rapidité de la prise en charge. Les bons résultats ont été obtenus après une injection rapide d'anti-VEGF. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, docteur Haddad, pour ce cas clinique très intéressant et qui démontre l'importance capitale de la gonioscopie en pratique quotidienne. Alors, j'ai une petite question par rapport justement à l'efficacité des différents anti-VEGF. Est-ce que les trois se valent ou une des trois molécules se démarque? Par rapport j'ai lu quelques études, donc il me semble que l'Avastin avait montré une bonne efficacité au niveau du glaucome vasculaire. On va voir le retour des experts dans ce cas-là. Dr. Blanqui. Oui, merci. Bon, à mon tour de féliciter l'Anjom pour le choix de ce thème et
Vraiment, vous êtes une jeune association et rapidement, vous êtes devenu une نجوم ديالنا. Vous n'êtes plus un نجوم, mais vous êtes نجوم ديال les ophtalmos. Donc, تبارك الله عليكم. Merci Je beaucoup. vous félicite. Allah يعطيكم الصحة. Alors, juste bravo, docteur Amin, pour la présentation et le cas clinique qui est très instructif. Peut-être j'ajouterai, et il ne faut pas l'oublier, dans les étiologies, il y a le syndrome d'ischémie oculaire qu'on oublie dans les diagnostics parce qu'il n'est pas très fréquent dans notre contexte. Donc, à un sujet âgé comme ça, n'hésitez pas à lui demander aussi de lui demander aussi une échodoppler, même si vous avez le diagnostic d'une occlusion veineuse, une échodoppler des vaisseaux du cou. Donc, c'est très important parce que vous pouvez peut-être lui sauver la vie en plus de la vue. Par rapport aux anti-VEGF, c'est vrai que dans notre pratique, dans le glaucome néovasculaire, on a peut-être plus tendance à utiliser de l'Avastin, mais je ne pense pas avoir lu que l'Avastin était plus efficace que les autres. À ma connaissance, je n'ai pas eu l'impression d'avoir lu ceci, mais si on a la possibilité, bon, dans notre contexte au niveau de l'hôpital, on n'utilise que les produits avec AMM, et donc en intraoculaire, on peut pas, enfin, on utilise très rarement l'Avastin depuis les derniers incidents. Donc voilà, donc c'est peut-être un des commentaires que je voulais rajouter. Bien sûr, la gonioscopie est très très importante. Ne pas oublier que le glaucome néovasculaire est un glaucome secondaire. Et quand on dit secondaire, il est secondaire à une maladie générale. Donc, pensez toujours à pourquoi ce patient a fait cet incident, même pour l'occlusion veineuse. Est-ce qu'il n'a pas un problème donc d'hypertension artérielle non équilibrée ou il a d'autres pathologies générales qu'on doit gérer? Donc, cet aspect-là doit toujours être intégré dans notre raisonnement. Très bien, merci. Merci, professeur Bouki. Professeur Benharbet, on ne vous entend pas. Je pense que votre micro est désactivé. Et comment faire? C'est bon Ça maintenant, y est, c'est bon, je c'est t'entends. super. C'est bien. Alors, félicitations pour votre observation. Et je voudrais juste dire qu'en injectant l'anti-VEGF, c'est une toute petite quantité. Mais quand la pression elle est à 45-50, l'augmentation de pression que ça peut entraîner, elle est expansionnelle et ça peut atteindre des pressions qui peuvent menacer la circulation dans l'artère centrale de la rétine. Alors, je vous conseille de faire une petite parasynthèse avec un couteau 15. Vous entrez dans la chambre antérieure, vous faites pivoter un tout petit peu la lame pour qu'il y ait une béance de la parasynthèse. Il y a une petite goutte du maraqueuse qui va sortir et ça vous permet et ça, il faut le faire avant l'injection. Donc, des conditions strictes d'asepsie au bloc opératoire. Alors ça, c'est un cas heureux parce qu'on a constaté la rubéose l'iris alors que l'angle n'est pas encore fermé. La résorption des néovaisseaux, ça suppose qu'il y avait des néovaisseaux un peu partout sur 360 degrés au point de compromettre complètement l'excrétion et d'entraîner autant d'hypertonie. Mais malheureusement, souvent, les patients viennent avec déjà des accolements importants. Alors, la stratégie globale, c'est de faire une IVT. Et vaut mieux essayer de la faire la plus tôt possible quand votre correspondant qui va s'occuper de la chirurgie se trouve loin. Vaut mieux programmer une injection et lui donner 24-48 heures avec les traitements. Parce que s'il y a une chirurgie à faire, il faut la faire en attendant 24-48 heures après, le temps que le néovaisseau se résorbe pour qu'on puisse opérer, faire une trabéculectomie, faire une IP sans qu'il y ait de saignement. Alors, il y a les valves. Si vous faites un peu parcourir la littérature, vous allez voir que glaucome néovasculaire égale valve. Valve d'Ahmed, parce qu'elle permet obtenir une baisse de pression immédiate. Les tubes qui ne sont pas valvés, il faut les ligaturer pour qu'ils ne drainent pas trop d'humeur aqueuse immédiatement et qu'on n'ait pas une hypotonie importante. Donc, en fait, l'effet des tubes non valvés, il n'est obtenu qu'après quelques semaines.
alors que la valve, elle entraîne un effet immédiat. Mais en fait, avec une bonne trabéculectomie et un contrôle post-op très rapproché avec des injections de mitomycine, etc., ça permet assez souvent de ne pas avoir recours à mettre des valves parce que c'est des yeux qui ont des conjonctives qui sont généralement saines. Ça n'est pas comme opérer un glaucome qui a 15 ans de collyre et d'irritation à cause du benzalkonium, etc. Donc voilà, ma remarque, c'est que faites immédiatement une ponction de chambre antérieure et une IVT. Avastin, c'est le plus utilisé, le moins cher. Et il est, en tout cas dans mon expérience, il a permis très souvent d'opérer dans les 2, 3 jours sans problème. Et puis, si vous pouvez opérer, et je le souhaite que vous opériez de plus en plus de glaucome, vous pouvez essayer des trabéculectomies avec une gestion post-opératoire et des injections d'antimitotiques en post-opératoire dans la bulle de filtration. Voilà, je sais, c'est tout ce que j'avais à dire. Docteur Nasseri, vous avez des commentaires peut-être? Non, c'était juste par rapport aux étiologies. Donc, effectivement, c'était juste par rapport aux étiologies des occlusions veineuses. Effectivement, comme l'a dit le professeur Belmki, il faut chercher une pathologie générale, des problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est des patients qu'il faut prendre en charge en totalité, hein. Il faut les envoyer voir un cardiologue, ça c'est une évidence. Mais parmi les étiologies locales, il faut toujours penser au glaucome exfoliatif. Le glaucome exfoliatif est une cause d'occlusion veineuse centrale de la rétine. Donc, ça, c'était juste par rapport à ça. Le traitement aussi de la néovascularisation, c'est la PPR. Je voulais juste insister sur ça parce qu'on a tendance à penser que c'est les injections d'anti-VEGF. Là, dans ce cas-là, c'est juste pour sauver la situation, en fait. C'est hyper important dans ce cas-là, mais toujours garder à l'esprit il faut faire une bonne PPR à ces patients. Ça, c'est très, très important. Est-ce que la PPR, on fait l'IVT ensuite la PPR ou la PPR? L'IVT en premier pour gagner du temps, effectivement. On fait l'IVT parce que l'IVT nous permet de prendre un petit peu le temps. On a un mois pour réagir par rapport à la PPR, mais effectivement, après, si la tension reste élevée, il faut faire la chirurgie. Et aussi, malheureusement, dans notre cas, effectivement, on a souvent affaire à des patients qui viennent à des stades très, très tardifs. Donc, c'est des globes en général qui sont douloureux et non-voyants. Et là, le laser diode est une très, très bonne alternative pour ces patients. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur la remarque du professeur Belmki qui a parlé effectivement de il faut toujours penser aux étiologies. Et puis, est-ce qu'on a un recoupement entre les étiologies qui sont peut-être plus ou moins spécifiques des sujets âgés versus des sujets jeunes? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'en pratique, on peut se permettre de demander nous-mêmes en tant qu'ophtalmologiste les bilans? Ou est-ce qu'on l'adresse, par exemple, si c'est un sujet jeune chez un interniste ou bien un sujet âgé chez le cardiologue, où on peut se permettre de leur demander nous-mêmes les bilans? Voilà. Alors, c'est une question, Sophia, très très importante parce que, comme on vient de le dire, Dr Nasseri, il ne faut pas oublier que de chercher quelle est la cause de ce glaucome néovasculaire. Et là, comme l'a dit Dr Amin, nous avons l'occlusion veineuse, le diabète et le syndrome d'ischémie oculaire, c'est 80% des étiologies. Je ne sais pas, chez le sujet jeune, qu'est-ce qu'on peut retenir comme cause donc, de glaucome néovasculaire, à part les uveites peut-être, ou bien certaines pathologies extrêmement rares, mais ce n'est pas l'apanage. Mais il faut se concentrer sur ces trois étiologies. Et dans le diabète, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que, en tout cas, on en voit chez le sujet âgé, mais on en voit également chez le sujet jeune, malheureusement, qui sont des diabétiques qui sont absolument jamais suivis, qui n'ont jamais eu de contrôle jusqu'à ce qu'ils viennent avec des glaucomes vasculaires assez avancés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un jeune diabétique fait un glaucome néovasculaire au niveau d'un œil, il a 30% de chances de développer un glaucome néovasculaire au niveau de l'autre œil. Pas plus tard que tout à l'heure, je vais un patient diabétique qui avait un glaucome néovasculaire qui pour lui était secondaire à la chirurgie de cataracte. Il a fait sa chirurgie de cataracte
Et par la suite, il a développé le glaucome néovasculaire. Et là, j'ouvre une parenthèse. Si vous opérez un diabétique qui a une rétinopathie diabétique proliférante, méfiez-vous, il développera son glaucome néovasculaire dans les jours qui suivent la chirurgie de cataracte. Donc, si on suspecte une rétinopathie diabétique ischémique proliférante chez un patient chez qui on va faire une chirurgie de cataracte, il y a tout un protocole incluant les anti-VEGF, la chirurgie de cataracte suivie de la PPR, qui doit être suivi à la lettre. Sinon, on va être rapidement dépassé, on aura un glaucome néovasculaire qui est très difficile à gérer. Donc, je reviens à mon cas. Donc, c'est un patient qui a été opéré de cataracte, qui est diabétique, qui a été opéré de cataracte, qui a développé un glaucome néovasculaire et qui vient pour la cataracte du deuxième œil. Et en examinant très minutieusement, même si sa tension est encore normale, on trouve qu'il a des signes donc qui nous font prédire qu'il va faire également au niveau de cet œil un glaucome néovasculaire. Donc, la bilatéralisation chez le diabétique est quelque chose qui doit être présent à l'esprit. Et donc, on s'occupe de l'œil où il y a le glaucome néovasculaire, mais on n'oublie pas l'œil où il n'y a pas encore de glaucome néovasculaire. Merci, c'est effectivement un réflexe qui est très important à avoir. Parfois, on oublie l'œil contralatéral alors que c'est très, très important d'aller y jeter un coup d'œil. Alors, juste par rapport au sujet jeune, peut-être que les étiologies, effectivement, comme l'a dit le professeur Belmki, c'est assez rare chez le jeune, les occlusions veineuses, mais il faut demander peut-être dans les antécédents les notions de contraception orale, des problèmes hémostatiques, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est assez rare chez le jeune. Donc, des maladies auto-immunes aussi, mais voilà. Les causes hémostatiques, les maladies auto-immunes, la prise de contraception orale, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare chez le jeune. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Alors, je remercie Leïla d'avoir parlé du traitement de l'étiologie. Alors, et d'avoir parlé de l'effet provisoire des anti-VEGF, c'est à peu près 4, 5, 6 semaines. Il ne faut pas hésiter, tant qu'on n'a pas fini de faire une PPR ou tant qu'on n'a pas fait une chirurgie vitréo-rétinienne, de réinjecter comme ça de façon systématique toutes les 5, 6 semaines de l'Avastin. Après, il y a des cas qui sont un peu compliqués, comme quand on ne voit rien, parce qu'il y a une grosse hémorragie de vitrée ou parce qu'il y a une prolifération. Alors, les injections d'anti-VEGF peuvent entraîner une flambée une augmentation du DR tractionnel. Et donc, il faut peut-être avoir aussi un rétinologue qui partage la responsabilité. On peut faire la PPR avec la Volc, parce que souvent, la bulle de filtration, elle va peut-être empêcher sur les bulles de filtration fraîches de poser un verre à 3 miroirs. Donc, on peut parfaitement le faire avec une lentille de Volk en obtenant que le patient ne bouge pas beaucoup son œil. Voilà. Merci, Leïla. Docteur Mohamed, j'ai juste une question par rapport au GNV, au stade chirurgical. Alors, quel est le pronostic de la trabéculectomie chez ces patients? Est-ce que c'est pareil que les glaucomes à angle primitive ou bien c'est un peu délicat par rapport à la gestion, etc. C'est un peu plus sévère parce qu'il y a la part proliférative. C'est un peu plus... mais si on compare le pronostic par rapport à un patient qui a 15 ans de passé de traitement avec des conjonctives complètement ravagées par le benzalkonium, le pronostic, il est au niveau du risque de fibrose. Il y a des glaucomes néovasculaires qui réagissent, qui répondent très bien. On les gère, c'est prolongé, c'est pendant 2-3 mois qu'on les gère. Puis après, bon, ça rejoint à peu près dans les cas où la conjonctive est encore en assez bon état. Ça rejoint un peu le pronostic de, de- des glaucomes primitifs à angle ouvert. Mais je n'ai pas mes propres statistiques, je ne les connais pas, je ne sais pas. Mais globalement, en tout cas, je ferai une trabéculectomie en premier avant de penser à une valve. Voilà. Peut-être que les valves étaient ce qu'il fallait faire avant les anti-VEGF. D'accord. D'emblée, je veux dire.
Mais toujours, enfin, je pense que la trabéculectomie aura un bon pronostic si bien sûr tout ce qu'on a dit a été fait correctement, hein, on est d'accord. Bien sûr. Si l'ischémie rétinale a été prise, prise enfin, en charge correctement. Sinon, je pense que la trabéculectomie va vite échouer, hein. Donc Tout ça à fait. suppose que tout a été fait comme on a dit, hein. Hmm, tout à fait. Il faut maîtriser l'ischémie rétinienne. Parce que si on ne maîtrise pas l'ischémie rétinienne, on aura toujours le même problème. Et je te rejoins, c'est Mohamed, parce que on avait toujours pensé que glaucome néovasculaire égale, je dirais, perte de la bataille, perte de la bataille, et donc ce n'est pas la peine de se battre. Au contraire, quand on prend en charge ces patients-là, c'est toujours possible de sauver ses yeux, surtout si on agit rapidement, comme on a dit, en associant anti-VEGF, traitement de la rétinopathie ischémique et trabéculectomie. C'est en général des patients qu'on arrive à tirer de l'affaire. Très bien. Je pense qu'on a 5 petites questions qui ont été posées. Donc, la première question lorsque le patient présente un antécédent cardio ou cérébrovasculaire, est-ce que ça contre-indique une IVT d'anti-VEGF? Dans ce cas-là, quelle serait l'alternative? Alors, c'est une question difficile parce que de toute façon, c'est un œil qui, si on ne fait rien, si on ne met pas d'anti-VEGF, c'est un œil qui est perdu. À 40 ou 50 de tension, qui s'est installé rapidement, si on ne peut pas faire de chirurgie sans les anti-VEGF. Et si on place une valve, les chirurgies vitréo-rétiniennes qui viennent après peuvent être un peu difficiles à réaliser. Mais c'est vrai que c'est un problème. À ce moment-là, l'alternative serait peut-être une valve. Très bien, merci. La prochaine Et question. puis, pardon, excusez-moi, la valve, sachant que le chirurgien vitro-rétinien va prendre en charge le, le problème de la rétinopathie diabétique après. Oui, c'est ça, surtout. Problème. C'est comment il va la prendre en charge. Là, ça suppose qu'il faut faire une PPR rapide, très agressive, Oui. à condition que le patient dilate correctement, mais il faut faire la PPR très, très, très rapidement. Mais effectivement, c'est un cas un petit peu délicat. On ne peut pas injecter de corticoïdes dans ce cas-là, malheureusement. Enfin, même pas, non, c'était par rapport au deuxième. Non, non, pardon. Mais ouais, c'est embêtant, il faut gérer. C'est un problème un petit peu embêtant, effectivement. Là, est-ce qu'on met en... Parce que j'ai déjà un patient qui a fait un AVC après une IVT, hein. C'est déjà arrivé, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est vrai qu'on on a tendance à pas trop poser ces questions, mais j'ai un patient qui avait fait un AVC 15 jours après une IVT. Mmh. Ouais. Donc, voilà. Ouais, en fait, c'est des choses qui sont rares, Ouais. mais Mais là, possibles. est-ce que effectivement, s'il a un AVC dans ses antécédents proches, parce qu'il faut attendre, je pense, si je me souviens bien, 6 mois. Il faut qu'il y ait 6 mois de... Mais s'il avait un AVC, là, c'est le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel qui est en jeu. Enfin, donc, c'est des cas un petit peu embêtants. Heureusement qu'ils sont rares. Heureusement. Alors, si vous permettez, dans l'application de la démarche qu'on a proposée, c'est-à-dire IVT, traitement de la rétinopathie diabétique, en fait, la rétinopathie ischémique et trabéculectomie, on peut avoir un certain nombre d'obstacles. Donc, vous avez déjà le patient qui vient avec un œdème de cornée. Vous avez les patients qui arrivent avec une cataracte dense qui nous empêche de faire la PPR. Et vous avez, comme a dit C. Mohamed, les patients qui arrivent avec une hémorragie de vitrée. Alors, ici, il y a le facteur temps qui joue contre nous. C'est-à-dire que si on n'agit pas sur la rétinopathie ischémique, notre bataille va être perdue. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut absolument avoir des collaborateurs rétinologues
qui puissent nous suivre dans notre démarche. C'est-à-dire que si on arrive à résoudre le problème de l'hypertonie, je dirais que si on arrive à faire des injections rapidement d'anti-VEGF et que le nouveau vaisseau régresse et que l'œdème de cornée s'améliore, il faudra profiter de ce petit laps de temps pour réaliser le reste des actes. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à passer, il faudra trouver des alternatives au traitement de la rétinopathie ischémique. Soit une chirurgie endooculaire, et là, on sait qu'on joue le tout pour le tout, ou bien un traitement, comme vous l'avez dit, donc de l'ischémie rétinienne par voie externe à travers soit un laser diode ou même une cryothérapie. Donc tout ça, c'est des situations de vraie vie. C'est-à-dire il faudra affronter ces problèmes et essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. On a une quatrième question. Quels sont les traitements antiglaucomateux médicaux qu'on donne en urgence? Et peut-on donner des prostaglandines? Je pense que tout est permis. Ouais, peut tout donner. Je pense que tout est permis et tout est nécessaire. Quand on a 50 de tension, je pense que tout est permis. Faut juste, ouais, peut-être poser des questions sur les antécédents, mais en général, on est obligé de tout donner, hein. Et les prostaglandines ne sont absolument pas contre-indiquées dans ce cas-là, hein. Je ne sais pas pourquoi on a toujours la prescription, c'est toujours une association, une bithérapie d'orzolamétimolol et une brimonidine, mais en fait, la prostaglandine est tout à fait autorisée, hein. Il n'y a pas de problème dans ce... Au contraire, il faut la donner. Question concernant la chirurgie du glaucome néovasculaire, est-ce qu'un Perserflo ne serait pas-il plus adapté et moins risqué qu'une trave? Alors d'abord, je n'ai pas d'expérience avec le Préserflo, ça n'existe pas. Ça n'est pas encore, il n'y a pas encore d'AMM, il n'y a pas encore de disponibilité de ça. Et puis globalement, tous les mix ont moins de bons résultats, font moins qu'une trabéculectomie, globalement. Si on doit faire autre chose, ça doit être un long tube avec un diamètre plus important, avec un tube avec un support qui est à l'équateur et qui maintient les espaces pour qu'il y ait un drainage. Effectivement, comme le dit le professeur Ben Harbet, les mix, en général, les indications des mix, c'est rarement des glaucomes aussi sévères, en fait. C'est plus des glaucomes débutants modérés. Donc là, c'est vrai que rien ne peut égaler l'effet d'une trabéculectomie. J'ai une petite question rapidement. Alors là, dans les cas de glaucome vasculaire, mais dans un stade avancé, ça veut dire que le malade est venu un peu en retard. Euh, la perception lumineuse est négative, la douleur est là. Qu'est-ce que vous faites? La chirurgie toujours, ou vous passez directement au cyclodestruction par le laser diode? Si c'est le cas, vous faites combien de séances? Deux séances d'emblée à un intervalle de combien de temps? Si le patient n'a pas les moyens, est-ce que vous faites encore de l'injection de xyloalcool en péribulbaire ou rétrobulbaire? Comment vous gérez s'il vient un peu en retard et la perception est toujours là? Moi, je dirais un cyclo-affaiblissement. On ne parle plus de cyclodestruction, mais de cyclo-affaiblissement. Et en général, on dit aux patients qu'on part pour... il se peut qu'on parte pour 2 séances, oui, effectivement. Un mois d'intervalle. Pardon? À un mois d'intervalle, à Oui, peu tout près. à fait. On attend l'effet du diode pendant 1 mois et après, on peut refaire une séance. Il faut le prévenir dans ce sens. Ça ne marche pas. Donc, et s'il n'a pas les moyens, c'est quand même un peu coûteux la cyclo-affaiblissement. Je ne sais pas s'il est remboursé par la mutuelle ou pas. Oui, je pense qu'il est remboursé. C'est ce que je propose. Est-ce que Je vous trouve pratiquez le- toujours le- l'injection de xyloalcool ou vous l'avez abandonné? Non, j'ai abandonné un petit peu ça. La cryo aussi. Non, je crois que c'est des choses qui sont un petit peu
je sais pas. Mais moi, honnêtement, je propose un diode. Je sais pas ce que tu en penses. C'est de Blmeki ou c'est de Harbet. Ouais. Ouais, je suis de ton avis, Leïla, c'est-à-dire que le laser diode, enfin, l'affaiblissement du corps ciliaire avec le laser diode, il a permis d'avoir des résultats extraordinaires dans ces situations-là, en particulier sur les globes où on n'a pas un potentiel fonctionnel et on n'hésitera pas à augmenter un peu les doses. Donc, comme vous l'avez dit, en 2, 3 séances. Maintenant, ce qu'il faudra dire aux patients, c'est que finalement, ça restera sa décision, c'est-à-dire c'est corrélé à la douleur, c'est corrélé à la, à la, à la souffrance de ce patient par rapport au glaucome néovasculaire et la douleur occasionnée par le glaucome. Et donc, on commencera toujours par le laser diode. Je suis de ton avis, je ne fais pratiquement pas d'injection de xylo-alcool parce que je sais que c'est rare où on a un effet, et quand on a un effet, c'est un effet qui est transitoire. On a pratiqué beaucoup à l'hôpital, n'est-ce pas, c'est Mohamed? Mais là, moi, ça fait des années que je n'en ai pas fait et je pense que ça n'a pas un effet important sur la douleur. Le laser diode, oui, il peut avoir un effet et restera l'alternative finale, c'est que finalement, parfois, il y a des patients qui demandent l'éviscération carrément pour être soulagés de leur douleur. Ouais. Mais ça reste la décision finale du patient. Et alors souvent, ils sont très heureux de pouvoir dormir et être tranquille après une éviscération. Il y en a qui nous remercient d'avoir insisté pour finir par avoir un traitement radical, mais en fait, qui permet de leur donner plus de confort. Voilà. Et puis pour les injections, c'est très rare. Il y a des patients qui ne peuvent se permettre ni le cyclodiode, ni l'éviscération. Et quelquefois, ils viennent de loin. Et puis, si on fait des injections, il vaut mieux les faire dans un milieu encadré. Voilà, il faut le faire pas dans un cabinet, il vaut mieux peut-être faire ça dans une clinique ou près d'un bloc opératoire, près de réanimateurs, etc. Merci. Donc, on a une question pour vous, justement, professeur Ben Harbit. Donc, dans votre expérience concernant les glaucomes néovasculaires, donc, est-ce que le recours à la chirurgie est fréquent ou est-ce que le traitement hypotonisant médical plus PPR-IVT peuvent suffire? Si oui, est-ce qu'il faut toujours commencer par une trabe si la conjonctive le permet? Alors, malheureusement, c'est très rare qu'on voit des patients comme celui qui a été présenté avec un angle qui est encore ouvert, avec une situation qui peut être réversible. Là, bien sûr, il n'y a aucune raison d'opérer. Il faut maintenir un traitement et puis faire vite au niveau de la rétine. Mais quand la pression est élevée avec un angle fermé, généralement, le traitement médical ne suffit pas. Et puis, il faut opérer. Et la dernière question, la Alors, dernière. la dernière ici, alors, si oui, est-ce qu'il faut toujours commencer par une trabe si la conjonctive le permet? Alors, oui, moi je pense qu'il faut commencer par une trabéculectomie. D'abord, les tubes, c'est compliqué. C'est la valve d'Ahmed. Elle n'est pas disponible ici au Maroc. C'est toujours un peu compliqué de les faire venir de Tunisie ou d'Europe. Ça tarde un peu souvent, quand on fait une ordonnance, il faut attendre 3 4 semaines pour ils arrivent à se débrouiller à avoir une valve d'Ahmed. Et puis la trabéculectomie, elle marche. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fatalité qui dit ça ne marchera pas. Il y a pas mal de cas qui répondent bien à une trabéculectomie si elle est faite à temps et si elle est bien gérée au post-opératoire et si on a empêché les néovaisseaux de revenir coloniser la trabéculectomie. C'est-à-dire que si on a eu un traitement efficace au niveau de la rétine. Il faut bien sûr utiliser la mitomycine. Il faut réinjecter la mitomycine au post-opératoire. S'il faut faire des needling, il faut les faire, etc., etc. Et puis, il faut leur dire de rester à côté. Il faut leur dire avant que ça sera un séjour, à Rabat en l'occurrence, pendant 3 à 4 semaines. Et ils se débrouillent pour rester parce que c'est des contrôles tous les 2, 3, 4 jours. Bon, si on leur dit, allez, revenez dans 3 mois, quasiment toutes les trabéculectomies
sont en voie d'échec si on les revoit après aussi longtemps. Sauf si la D'accord. mitomycine a été généreuse et on est plutôt dans le versant hypotonique. Très bien. Merci. Donc, on a une dernière question ici dans le panel. Donc, s'il vous plaît, par quel mécanisme le glaucome exfoliatif cause une OVCR? Alors, toute Ouais. hypertonie oculaire, pardon, allez-y, Nela. Non, non, c'est bon. Allez-y, allez-y. Alors, toute hypertonie oculaire est susceptible d'entraîner une occlusion veineuse. D'ailleurs, quand vous avez une occlusion veineuse, le premier facteur de risque à chercher, c'est le glaucome. Donc, c'est toute hypertonie oculaire peut entraîner une Toute occlusion hypertonie veineuse. oculaire, surtout quand le tonus est très, très élevé, en Oui, fait. oui, Quand vous avez des pics, de gros pics de tension. exactement. D'ailleurs, chez ces patients, si vous remarquez, ils ont toujours des vaisseaux un petit peu tortueux, en fait. Les patients qui ont de grosses tensions, 40, 45, 50, ils ont en général des vaisseaux qui sont tortueux. Ils sont en préocclusion, en fait. Oui. Mais de toutes les façons, on rappellera toujours que ce qu'on a appris, c'est que quand on a une occlusion veineuse, Ouais. cherchez un glaucome. C'est un patient qui est glaucomateux jusqu'à preuve du contraire, et donc cherchez l'autre côté. S'il n'y a pas un glaucome, et ça c'est un des facteurs, c'est un gradient de pression entre la pression artérielle et la pression intraoculaire qui fait qu'il y a un ralentissement quand la tension intraoculaire est très élevée, et donc un ralentissement de la circulation qui occasionne l'occlusion veineuse. C'est le mécanisme physiopathologique. Très bien. Je pense qu'on a fini les questions pour ce cas et puis on va enchaîner avec le deuxième et dernier cas clinique. Le docteur Lizar ne pourra malheureusement pas nous rejoindre pour son cas clinique pour un souci de dernière minute. Donc, je vais introduire maintenant le docteur Benchrif, qui est actuellement résident à l'hôpital Cheikh Zayed et qui était également mon ancien co-interne. Il va nous présenter un cas qui est très, très intéressant, dont on pourra extraire les grands réflexes à avoir pour nous en tant que jeunes résidents et puis en tant que jeunes ophtalmologistes. Il y a vraiment certains réflexes qu'il faut toujours avoir, qu'il faut garder, il faut rester systématique dans son approche. Et puis, sans trop tarder, je vous laisse la parole. J'ai l'honneur de vous présenter mon cas intitulé crise aiguë par fermeture de langue bilatérale. Donc, en fait, il s'agit d'une patiente âgée de 67 ans qui, pardon, excusez-moi, voilà, une patiente âgée de 67 ans qui consulte en urgence pour un œil rouge douloureux avec une baisse de l'acuité visuelle au niveau de l'œil droit depuis une semaine. Donc, au niveau des antécédents, on retrouve une hypertension artérielle plutôt, qui est sous traitement, bien suivi. Et on note pas d'antécédents de prise d'antidépresseurs récents. Puis une notion d'halo et de céphalée intermittente depuis quelques mois. La patiente nous rapporte aussi la notion de glaucome depuis 2 ans et qui est actuellement sous traitement, sous trithérapie d'orzolamide, timolol et brimonidine. Donc, à l'examen clinique, donc une meilleure acuité visuelle corrigée à mouvement des doigts au niveau de l'œil droit, à 8 dixièmes au niveau de l'œil gauche, donc avec une réfraction à plus 3,25 et plus 2,75 au niveau de l'œil gauche. Donc une pression intraoculaire à 45 mm de mercure et à 11 mm de mercure avec une pachymétrie à 520. Au niveau du segment antérieur, donc on retrouve une hyperémie conjonctivale, un œdème cornéen diffus, une chambre antérieure qui est étroite avec un Vanéry grade 1, des synéchies iridocristalliniennes, une semi-mydriase aréflexique et une cataracte nucléaire stade 2 selon la classification LOSC. Au niveau de l'œil droit. Au niveau de l'œil gauche, donc le segment antérieur est normal. On note une chambre antérieure qui est étroite avec un vanérique grade 1 et une cataracte N1 selon la classification LOSC 3. Donc à la gonioscopie, donc, vu qu'il y avait l'œdème, donc l'angle n'était pas visible au niveau de l'œil droit. Au niveau de l'œil gauche, donc, on a noté un angle qui est fermable sur 360 degrés, des empreintes au niveau de l'angle et pas de goniosynéchie. Donc le segment postérieur n'était pas visible au niveau de l'œil droit. Et nous avons trouvé un pôle postérieur plutôt normal avec une papille 4 dixièmes. Donc voici les images de la patiente au niveau de l'œil droit et la gonioscopie au niveau de l'œil gauche. Le diagnostic d'une CAFA au niveau de l'œil droit a été posé. Donc on a commencé par un traitement médical, donc mannitol en nivellant, du Diamox, on a bombardé la patiente avec des collyres antiglaucomateux et on a prévu une IP dès que possible au niveau des deux yeux.
Présenté à J2, la pression intraoculaire était à 42 mm de mercure au niveau du droit. À J4, elle reste à 40, J6, 44 et J8. On a pu faire une gonioscopie et on a noté la présence de goniocinésie supérieure à 180 degrés. Les options thérapeutiques, soit on fait une trabéculectomie seule, soit une phaco plus IOL seule, soit une phaco plus goniocinéciolyse, soit une chirurgie combinée trabéculectomie, phaco et IOL, ou bien une IPES seule. Donc, nous avons opté pour une chirurgie combinée, une trab, phaco et IOL. La chirurgie a été réalisée à J9. Donc, la patiente a refusé de faire une IP au niveau de l'œil gauche. Donc, elle s'est présentée à J15 avec un œil rouge douloureux et une baisse de l'acuité visuelle, cette fois-ci au niveau de l'œil gauche. Donc, à l'examen, on retrouve une acuité visuelle effondrée à compte les doigts au niveau de l'œil gauche, une pression intraoculaire à 45 mm de mercure et au niveau du segment antérieur, une congestion ciliaire, un œdème cornéen, une CA étroite, une semi-mydriase aréflexique et bien sûr une cataracte N1. Donc, le diagnostic d'une CAFA au niveau de l'œil gauche a été posé. Thérapeutique cette fois-ci. Donc, c'est soit on commence avec un traitement médical, mannitol, acétazolamide et les collyres, soit c'est une IPES seule, soit phaco ou IOL seul, ou bien phaco avec goniocinéciolyse, ou bien une trabéculectomie. On a commencé avec un traitement médical, donc pas d'amélioration. La patiente rapporte toujours des douleurs oculaires avec un globe oculaire qui reste dur, malgré un traitement médical bien conduit. Donc cette fois-ci, on va pousser un petit peu le traitement et on propose une parasynthèse au bloc opératoire. J16, elle revient avec une PIO à 30 mm de mercure, malgré cette parasynthèse. Donc, quelles sont les options thérapeutiques? Soit on fait une trabéculectomie seule, soit une phaco plus implant, soit une phaco plus goniocinéciolyse, ou bien une chirurgie combinée, trabéculectomie, phaco et IOL, ou bien une IPES seule. Donc, combinée, trabéculectomie, phaco et IOL. Marqué par une amélioration avec une meilleure acuité visuelle corrigée à 5 dixièmes au niveau de l'œil droit, à 2 dixièmes au niveau de l'œil gauche. Donc, une pression intraoculaire à 8 mm de mercure et à 11 mm de mercure au niveau de l'œil gauche. L'examen du segment antérieur, donc on a une bonne bulle de filtration qui diffuse en postérieur. Et l'examen du segment postérieur révèle une papille à 9 dixièmes au niveau de l'œil droit et une papille à 4 dixièmes au niveau de l'œil gauche. Je vous remercie. Merci, docteur Bencherif, pour ta présentation. Euh, Est-ce que vous avez des commentaires à apporter, La, professeur Ben? la diapositive finale, c'était combien de temps après la chirurgie? De la première crise, 35. donc voilà, à peu près 15 jours de De la la deuxième deuxième. chirurgie. C'est parce que je ne Mm. comprenais pas pourquoi elle avait 2 dixièmes au niveau de l'œil gauche alors qu'elle avait une bonne excavation. Et, donc, elle était à peine à J15 post-op. OK. J15 post-op chirurgie. Et pourquoi elle a refusé de faire l'IP au niveau de l'œil gauche? Il était fatigué. C'est une dame qui est venue, qui a été admise par le biais des urgences, qui a traîné d'ailleurs avant de venir donc à l'hôpital et qui était fatiguée déjà de la souffrance du premier œil. Donc, elle n'était pas prête à prendre le risque, entre guillemets, d'avoir un problème au niveau du bon œil qui pour elle était normal. Alors, le premier enseignement que je dois retenir, à mon avis, merci Soufiane pour cette présentation, c'est la première phrase que tu as dit, je suis patiente qui est suivie pour glaucome depuis 2 ans. Et là, si je dois attirer l'attention de nos amis, c'est faut toujours étiqueter son glaucome. C'est quel type de glaucome je suis en train de traiter. Là, nous avons un angle qui était fermable, nous avons une hypermétropie, nous avons un cristallin qui commençait à devenir opalescent, c'est-à-dire c'est une dame. Donc on voyait la crise venir. Donc si on avait fait le diagnostic avant, on aurait pu faire une chirurgie de cataracte peut-être ou une IP peut-être avant que cette crise bilatérale ne survienne. Donc le premier enseignement moi, que je tire de
de cette observation, c'est qu'il faut toujours étiqueter son glaucome. Ouais, tout à fait. Tout à fait d'accord, oui. Voilà, Alors, l'intérêt de la gonioscopie, parce que ça change complètement le pronostic des patients. Tout à fait. oui. Mm. Voilà, je vous conseille d'avoir un gonio lens, comment il s'appelle? En fait, c'est un verre de SLT, Ah, attends, tu parles de... ManiaView. Je vous conseille d'investir dans ça. Ça coûte 3 000 à 5 000 dirhams. Je ne sais pas si vous pouvez l'acheter sur les stands d'un congrès. Et puis faire des gonioscopies, en faire 2 à 3 par jour. D'abord sur des yeux normaux, vous verrez les angles normaux. Et après, par rapport aux angles normaux, vous verrez tous ceux qui ne le sont pas. Et je pense que à partir de quelque temps, vous devenez très familier avec la gonioscopie. Et Mm. puis, on ne peut pas passer à côté d'un cas comme ça, comme a dit Soumet. C'est Ouais, ça le problème. Deux ans. c'est la hantise de tout ophtalmo. Moi, je pense que la seule urgence, la seule vraie urgence en ophtalmo, c'est la CAFA, en fait. Ouais. Parce que même quand il y a des traumatismes, là, c'est ce qui est fait est fait. Mais la vraie urgence en ophtalmologie, je pense que c'est la CAFA, vraiment. Et effectivement, l'agonioscopie, ça, malheureusement, on voit encore beaucoup de patients qui sont étiquetés comme des glaucomes à angle ouvert, alors que le glaucome à angle ouvert, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut vraiment faire des gonioscopies pour ne pas passer, parce que vous changez complètement le pronostic de vos patients. Effectivement, comme l'a dit le professeur Belmaki, c'est une patiente âgée. Elle aurait eu sa chirurgie de cataracte, elle aurait très bien vécu, ça l'aurait sauvée. Ça l'aurait sauvée, oui, effectivement. Et sinon, en attendant d'acheter le verre 2.0, vous pouvez déjà commencer par des verres à 3 miroirs, commencer à faire des gonioscopies avec des verres à 3 miroirs. C'est vrai que c'est... Alors, c'est vrai, bien sûr qu'il faut faire avec des... Le problème, c'est que le verre a 3 miroirs. Pour contenir les 3 miroirs, la surface de contact, elle est plus large. Oh, non, non, je suis Alors que entièrement... le ManiaView, il est plus petit. Vous faites une petite collerette périphérique qui va Oui, s'incruster ça sur nous les permet de paupières voir les et capes. il devient plus stable. Il est destiné à faire des SLT. Mais en fait, utilisez-le pour faire des gonioscopies. Ça changera votre prise en charge du contexte fermeture de l'angle global. Puis on a l'impression que la gonioscopie prend du temps, mais en fait, plus vous la faites, et moins ça vous prend de temps, en fait. Et il faut les répétitions, les répétitions et les répétitions. Je sais que c'est pas évident, il y a un temps d'apprentissage. Des fois, on pose nous-mêmes le verre une fois, des mois après ou des années après, on le repose, on se dit, est-ce qu'on a vraiment vu ça la fois d'avant? Mais il y a effectivement une difficulté dans ce sens, mais il n'y a pas de secret malheureusement. Il faut faire, refaire, refaire encore et encore. Et vous allez voir tous des types d'angles. À chaque fois, vous avez l'impression d'avoir compris. En fait, il y a un patient juste après qui va vous mettre le doute, mais c'est avec le temps, en fait, que vous allez apprendre à voir des angles ouverts, des angles avec des insertions hautes de l'iris, des incurvations, la pigmentation est importante. Et ça, malheureusement, aucun examen complémentaire ne peut le remplacer. Hmm. Il faut aussi pas hésiter à prendre des photos parce que des fois, on est un peu Oui. stressé et tout. On a des lampes à fond alhamdoulilah, actuellement avec des caméras dotées de caméras. On peut prendre, zoomer un petit peu, prendre des photos et partager des photos avec des amis, ou avec des profs, ou avec des experts, ou, juste entre nous, des collègues. Qu'est-ce que tu vois sur cette gonio? Est-ce que c'est l'éperon? Est-ce que c'est le trait pigmenté? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au fur et à mesure, on apprend à faire de la gonio. Il y a un site très intéressant, ça s'appelle gonioscopie.org. Quand j'avais atterri en France à l'Institut du glaucome, la première question que m'avait posée professeur Lashkar, c'était est-ce que tu connais gonioscopie.org? Je vous conseille d'aller le voir. C'est un site qui a été fait par un Américain, en fait, qui est très très bien, où il y a tous les diagnostics quasiment de glaucome, avec, enfin, ou pas, avec l'aspect gonioscopique en vidéo. Ouais, c'est Ça vrai. aussi, ça peut aider. Alors, rien ne remplace, elle a dit, Leila vient de le dire, rien ne remplace la gonioscopie. J'ai malheureusement le sentiment que de plus en plus dans notre pays, on considère que la gonioscopie, c'est juste peut-être un outil de dépistage et que c'est l'UBM qui va décider et c'est ça qui va permettre de prendre une décision. Alors, je ne cache pas qu'il m'arrive souvent d'avoir des comptes rendus d'UBM
et des rapports d'UBM et des images de coupe d'UBM qui ne correspondent pas à ce que je vois en gonioscopie. Je pense qu'il faut peut-être se dire, voilà, l'UBM, elle a des utilités, mais pas, on ne va pas tout lui donner, voilà, décider en fonction de l'UBM. Il faut que la décision soit faite en fonction de la gonioscopie. Et je pense qu'il faudrait peut-être se dire pendant 5 ou 6 mois, ça y est, je vais faire comme si je n'ai pas d'UBM disponible. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Je me creuse la tête et je m'intéresse à ce que je vais regarder. Et puis après, je prends des décisions. Et voilà. Merci, Mohamed. UBM, Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je fais beaucoup d'UBM et je suis entièrement, moi, l'UBM, quand je la fais, le patient, il passe sur la table. Il faut que je lui fasse une gonioscopie en parallèle et j'interprète avec les deux en même temps. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, effectivement, il est hors de question de faire des UBM et de ne pas regarder l'angle, de ne pas corréler ou en tout cas donner des conclusions sans avoir vu l'angle. En vrai, parce que il faut voir la pigmentation de l'angle des fois. Et en plus, c'est vrai que l'imagerie du segment antérieur a tendance à retrouver plus de fermeture de l'angle parce que les conditions sont différentes en fait par rapport à la gonioscopie. Donc, des fois, on surestime un petit peu et c'est pour ça qu'il faut faire des gonioscopies. Maintenant, c'est vrai que l'UBM, c'est aussi un petit peu de médico-légal, en fait, on va dire, dans le sens où on a un document, en fait, avant de faire des IP à des PACS ou à des patients qui n'ont rien du tout. Moi, j'aime bien avoir un document pour dire, voilà, ça se ferme. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, dans les iris plateaux, il y a des indications, mais c'est vrai que, bon, je suis pas pour l'UBM à tout va, mais ça a ses indications, il faut les connaître et il faut l'utiliser à bon escient parce qu'il faut pas se priver non plus de choses. Enfin, la médecine, c'est vrai qu'elle avance, on a des moyens de se faire aider, donc si on peut se faire aider, c'est mieux. Et moi, je pense aussi au côté médico-légal. Un cristallin clair, une IP chez un patient qui a un PAX, qui n'a pas d'atteinte ni de son nerf optique ni de rien du tout, moi, je préfère avoir un document, honnêtement. alors, avant l'extraction de cristallin clair, si après ça se passe pas comme tu le souhaites, c'est vrai qu'on n'a aucun moyen de prouver qu'il y avait une petite chambre, un gros cristallin, etc. Alors, je suis d'accord avec toi, l'imagerie, elle est utile avant de faire une extraction de cristallin clair. C'est un document qui servira en cas de problème. De litige. Mais je pense que pour ce qui est de l'IP, moi, je prendrais des décisions uniquement sur la gonioscopie. Et puis, comme tu dis, l'obscurité totale qui permet d'avoir un contact, en fait, elle ne correspond à aucun moment de la vie de tous les jours. Combien de fois on se retrouve dans le noir total? Et combien de temps? Et puis le sommeil, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que la nuit, on ne sait pas comment est la pupille. Personne ne sait comment est la pupille, comment est l'iris pendant l'obscurité du sommeil. Là, d'où l'intérêt de corréler justement tous les examens. C'est d'où l'intérêt de prendre en compte tout ce qu'on a. On ne saute pas sur le patient. De toute façon, la ZAP Trial nous a montré qu'il ne fallait pas sauter sur tous les patients pour leur faire des Voilà. IP. Je suis d'accord. Mais bon, ça a ses indications, faut l'utiliser, faut que ce soit fait par quelqu'un qui sache le faire, faut que la personne effectivement regarde la gonioscopie, la corrèle. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum temps, Qadr Moussata, mais effectivement, des fois, c'est vrai qu'on voit des comptes rendus et ça peut induire le médecin qui l'a envoyé en erreur, oui, effectivement. Et en gonioscopie, on voit 360 degrés, on se balade au niveau de l'angle entièrement, alors que l'imagerie, c'est... Alors, attendez. Il y a les appareils CASIA, OCT, CASIA 2, OCT de segment antérieur. Là, c'est une vue en 3D du segment antérieur. Là, au moins, on a une idée sur le contact iris-trabéculum en circonférence, sans test de provocation, c'est-à-dire. Et là, ça peut nous aider à Obscurité. avoir une étendue sur le contact. Alors que l'UBM, c'est 5, 4, 5, 6 méridians. Et, et ça ne Ah, mais donne les pas... méridiens, on les adapte, justement. Quand on fait la gonioscopie, quand on fait la gonioscopie et l'UBM, bah, ça nous permet justement de s'adapter. On ne fait pas forcément 4 méridiens, on fait plus, il y a besoin de plus.
Oui. Si, mais c'est En tout fait, dépend. Mais justement, ça dépend de. Il en faut fait s'adapter au patient. la Des leçon, fois, c'est quand qu'il on a une faut. fermeture sur 4 méridiens, que le patient a des symptômes, qu'il a des antécédents, Non, on le verra en gonioscopie, Leïla. On le verra Ouais. très clairement en gonioscopie. Alors je pense que la leçon à retenir, c'est qu'il faut rester clinicien au maximum et ne Ouais. pas se priver de moyens qui sont à notre disposition. Maintenant, il faudra toujours prendre avec des pincettes ce que nous dit un autre confrère sur l'UBM. Donc, c'est-à-dire, c'est comme la radiologie. C'est si un radiologue me dit qu'il y a telle ou telle chose et que moi j'y vais pour une chirurgie, je suis responsable de cette chirurgie. Donc, ce n'est pas le radiologue, même si le radiologue se trompe. Donc, on est tous responsables et donc on doit rester clinicien, analyser et avoir assez d'arguments pour aller dans notre démarche. Donc, restez toujours clinicien. La gonioscopie ne sera jamais, je pense, même avec le casier, il ne sera jamais dépassé par les moyens d'investigation actuels. Les moyens d'investigation nous donnent certains renseignements comme la polykystose du corps ciliaire, etc. C'est très, très intéressant. Oui, mais la gonioscopie, elle est extrêmement importante. Tout à fait. Je pense On est tous d'accord. Ouais. Oui. Alors, on arrive à la question de nos amis, c'est la chirurgie de cristallin chez les patients prédisposés à faire une CAFA. Donc là, on parle de la chirurgie du cristallin clair, voire peut-être un peu opalescent. Alors, il y a une phrase que j'avais apprise de Tariq Sharawi qui disait que dans les angles fermables, if you smell a cataract, you take it. Donc, si vous la sentez, vous ne la voyez pas, si vous la sentez, vous enlevez le cristallin. Donc, vous n'avez pas besoin de voir une cataracte, mais si juste vous sentez qu'il y a un début de cataracte, il faut l'enlever dans les angles fermables. Ouais. En fait, Allez-y, professeur. ça ne rentre pas dans des. Ouais, c'est vrai, il parle de son expérience clinique. Mais en fait, il faut que ça rentre dans des tiroirs, Qu'est-ce que c'est qu'une cataracte qui est flairée? Voilà, moi je pense que s'il y a un Pax, il n'y a ni synéchie, ni hypertonie. Je pense qu'enlever le cristallin d'emblée parce qu'il y a une hypermétropie à 4 ou 5, je pense que c'est un peu excessif. Ça ne se justifie pas. Je pense que si on fait une IP, il ne fera pas de crise. Et puis, si le glaucome évolue, il va d'abord évoluer par l'apparition de synéchies. Et pendant longtemps, on n'a que des petites synéchies sans hypertonie. Il ne fera pas de crise. Et on a le temps de voir venir. C'est-à-dire que s'il est vu régulièrement tous les 3 mois, etc., on va voir apparaître des synéchies. Alors, il y a des situations particulières. Si on voit un gros cristallin, la première apparition d'une petite synéchie, il faut enlever le cristallin après l'IP. S'il y a un iris plateau, l'IP, elle peut ne pas suffire, même si elle si elle écarte la composante blocage pupillaire, la position de l'iris peut être trop proche du trabéculum et le fermer de temps en temps. Si apparaissent des synéchies, si le patient dit de temps en temps j'ai très mal, ou s'il a des halos colorés, à ce moment-là, pour le plateau, l'enlever le cristallin, ça n'aide pas beaucoup. Mais quand il y a un gros cristallin, il faut l'enlever. D'ailleurs, pour revenir au cas tout à l'heure, je pense que le deuxième œil, comme il y a 15 ou 20 jours, il n'avait pas de synéchie, je pense que je me serais peut-être contenté d'enlever le cristallin. J'aurais Alors, tout fait pour faire une IP. Et comme il n'y a pas de synéchie, même si des petites synéchies commencent à débuter et à s'installer, rien qu'avec du visqueux et la pression positive, on va écarter les risques et on va les libérer. Et peut-être que ça peut épargner la trabéculectomie. Qu'est-ce que tu penses, Mohamed? alors, ce qui m'a poussé à aller vers la Il y avait trabéculectomie, des synéchies, non? non, le deuxième œil, c'était assez récent. Ah, c'était Alors, récent. ce qui m'a intrigué, c'est que,
euh, euh, je n'ai pas eu un retour à la normale une fois que la pupille une fois qu'elle s'est mise en myosis. Cette patiente, elle est venue donc, bon, je ne me suis pas occupé d'elle le premier œil jusqu'au stade de la chirurgie. Donc, le médecin m'a demandé de la prendre en charge. Et donc, j'ai fait immédiatement un combiné dès le premier jour où je l'ai vue. Et la deuxième fois, je me suis occupé d'elle quelques heures après la crise de cafard, parce qu'il habite à Rabat, donc ils sont venus rapidement. Donc, j'ai fait une parasynthèse et j'ai fait donc un traitement donc myotique. Et la pupille est vraiment retournée à la normale, mais la tension est restée malgré le traitement autour de 34 de tension. Donc, je me suis dit, je fais une extraction de cristallin et je prends le risque de garder une hypertonie oculaire et de la faire rentrer une troisième fois au bloc opératoire pour une trabe, ou bien je fais une trabe que je vais gérer et je vais peut-être résoudre peut-être excessivement un geste excessif, mais peut-être qui m'épargne une troisième opération. Et donc, j'ai opté pour ça. Donc, c'est le fait que, vous savez, il y a des patients qui font beaucoup de problèmes et donc il vaut mieux ne pas faire des petites solutions, faire d'emblée une solution qui me paraît radicale. Peut-être toi, tu aurais fait juste une phaco, ce que j'ai compris. Si j'ai fait une gonioscopie 15 jours avant ou 20 jours avant, et bon, peut-être qu'elle a des empreintes, mais elle C'est n'avait pas ça. d'hypertonie. Elle n'avait pas d'hypertonie, la pression était normale il y a 15 Il jours. était à 11. La pression était à 11. Oui. Maintenant, est-ce que c'est une patiente qui a déjà fait des mini-crises qui sont passées inaperçues, chose que je n'écarte pas? Est-ce que c'est une patiente qui a fait d'emblée une forme sévère et donc, parce que bon, vraiment, la patiente était en souffrance, vraiment totale, c'est-à-dire que c'était insupportable. La patiente, après la parasynthèse, est extrêmement heureuse d'être soulagée de sa douleur. Donc, c'est un cas c'est un cas d'école, c'est-à-dire qu'on a appris beaucoup de choses avec elle. Et je pense que j'ai bien réfléchi. Est-ce que je ferais juste une phaco ou une phaco-intrabéculectomie? Et je pense que vous savez, quand on gère un patient, parfois on prend des décisions parce qu'on veut soulager rapidement le patient. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a bien fait pour elle. D'ailleurs, sa tension actuelle, il n'a pas fait d'hypotonie, il n'a pas fait de problème. Et comme tu le dis, c'est des patients qui ont une conjonctive de bonne qualité. Et donc, on n'a pas de problème de ce côté. Tant mieux, très bien. Hmm. Très bien. Merci beaucoup pour vos commentaires. On va passer aux questions. On a deux petites questions. La première, euh, alors, la première question, pourquoi ne pas entamer uniquement avec une chirurgie de la cataracte, étant donné que l'indication était là? Est-ce qu'un bilan cardiovasculaire avec un Doppler se pose devant l'asymétrie de l'excavation papillaire? Quand on n'a pas d'explication clinique, mais là, on avait une explication clinique. La symétrie, elle est due à un tonus très, très élevé au niveau de l'œil. Effectivement, quand on n'a pas d'explication clinique, oui. Très bien. Première question, si je me permets. Donc, pour l'œil droit, il y avait des synéchies au niveau de l'angle. Et donc, une chirurgie du cristallin seule, je ne pense pas que ça va régler le problème. Donc, il fallait faire une chirurgie combinée. Pour le deuxième œil, donc je pense que professeur Ben Khalbet et professeur Blum qui ont déjà répondu pour la question. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, on a la deuxième question. S'il vous plaît, est-ce que les prostaglandines sont aussi permis au cours d'une CAFA? Tout à fait, oui. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a aucun problème. Très bien. La suivante. Peut-on atteindre une excavation de 9 dixièmes avec un 4 dixièmes suite à une crise aiguë? Peut-on Oui, atteindre- Ouais. oui, c'est très rapide. On peut avoir la perte de la perception lumineuse en quelques jours, parce que c'est des chiffres qui sont extrêmement élevés et rapides, et donc on peut avoir une perte totale. Et une toute dernière question. Comment vous procurez-vous la mitomycine? Que pensez-vous du 5-FU? Existe-t-il d'autres alternatives? Alors, pour la mitomycine, la pharmacie de l'hôpital, Cheikh Zayed,
elle a fait les démarches pour obtenir une utilisation temporaire. Et on a de la mitomycine A. Et je pense que tous les centres hospitaliers, toutes les grandes cliniques devraient pouvoir se procurer. Bon, ce sera hors AMM, mais tout le monde utilise la mitomycine partout. Une chirurgie sans antimitotique, elle est très souvent condamnée à échouer. Surtout que maintenant, avant, on opérait avec quelques mois de bêta-bloquants et de pilocarpine, il y a longtemps. Mais maintenant, on a des médicaments qui maintiennent la pression à des niveaux acceptables pendant 10, 15, 20 ans et on opère des conjonctives de mauvais état. Et donc, il faut absolument les antimitotiques. Alors, est-ce que mitomycine ou 5-FU? Le 5-FU, il n'agit que sur une phase de la mitose, alors que la mitomycine, elle les bloque toutes. Si on utilise le 5-FU, il faudra réinjecter pour redétruire les cellules qui sont repassées à la phase sur laquelle le 5-FU est utile. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'injections de 5-FU. Ça n'est pas aussi efficace que la mitomycine et ça a une toxicité cornéenne très importante. Alors, juste pour vous fixer les idées, la mitomycine est 100 fois plus efficace que le 5-FU. Mais le 5-FU, comme a dit Mohamed, euh, il est mieux que ne rien utiliser. Et la condition d'utilisation du 5-FU, c'est qu'il faudra réinjecter immédiatement après la chirurgie plusieurs fois pour pouvoir garder une bulle fonctionnelle. Mais ça peut marcher dans certains cas. Bien sûr, la mitomycine, si vous avez la mitomycine, et depuis qu'on a fait ce circuit donc au niveau de l'hôpital, on est plus ou moins à l'aise, mais la mitomycine change vraiment votre vie. Mais faites attention à une chose, c'est que la mitomycine, il faut bien gérer le problème de concentration. Une erreur de concentration peut être fatale. On a vu des nécroses sclérales, donc par erreur donc, de concentration de la mitomycine. Donc faites attention, il faut bien maîtriser la dilution de la mitomycine. Oui. Quelle est la dilution que vous proposez, que vous préconisez plutôt, professeur? Moi, j'utilise 0,2 mg par millilitre. D'accord. Ouais. Le problème, c'est que les gens, enfin, pendant 3 minutes, le problème, c'est qu'on se trompe dans la dilution. On peut parfois se tromper dans la dilution, et là, on peut avoir des nécroses donc de sclère. Alors, la littérature, vous trouvez de 0,1 mg par millilitre à 0,5. Mais en fait, ça Exact. dépend de la qualité de la conjonctive. Ça dépend Et 0,2, comme a dit Si Mohamed, en application. Alors, avant, je mettais des éponges, mais ça fait pas mal de temps que je fais des injections au fornix de mitomycine et on l'étale un petit peu sur la conjonctive. C'est plus pratique, plus facile que l'application des éponges. Et c'est à peu près le même résultat. Très bien. Je pense qu'on a fini les questions. Très bien, merci. Donc, je pense que nous arrivons à la fin de notre webinaire, cette première édition de Anjom Awards. Et ben, je tiens à remercier très sincèrement tout d'abord les organisateurs, les co-organisateurs de cet événement, Dr Ben Shrif, Dr Ben Ammar, pour leur engagement, leur travail remarquable. Un grand merci aussi à nos intervenants, Dr Haddad, Dr Ben Shrif, pour la qualité de leur présentation et la richesse des échanges. Merci également, un grand merci à notre panel d'experts, professeur Benki, professeur Benharbi, docteur Nasseri, pour leurs éclairages cliniques et leurs astuces très pratiques, ainsi qu'à vous tous, participants, membres de l'ANJOM, pour votre présence et votre engagement tout au long de cette session. Un grand merci aussi à Sita Asfiani, dont la rigueur et la réactivité en back-office ont rendu possible l'organisation technique de cette session sur Zoom. Et un grand merci aussi au docteur Obez, président de notre association, pour son aide et soutien. Donc ce format, nous l'avons imaginé pour vous, pour qu'il soit un espace d'échange interactif et de réflexion clinique. Donc d'autres éditions suivront, Inch'Allah, avec de nouveaux thèmes, de nouveaux cas, et toujours cette volonté de partager l'excellence clinique de nos jeunes ophtalmologistes au sein de notre communauté. Donc encore merci et à très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain round.
Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Courage. À très bientôt. Tabarakallah Courage. alaykoum. Barakallah Merci. alaykoum. Au revoir. Restez toujours des étoiles. Oui, c'est le Merci beaucoup. Barakallah alaykoum.